Oui. Très rapidement, juste pour présenter Firefly. Firefly, c'est une société qui a maintenant 3 4 ans. On est aussi des anciens de laboratoires photochimiques, comme quand on s'accroche au cinéma, même avec les mutations technologiques. Euh, on collabore donc avec Panavision. Patrick est venu nous voir il y a 2 3 ans maintenant avec un cahier des charges assez intéressant. Nous, on avait, dès le début de la société, l'envie de faire un logiciel d'étalonnage, des logiciels d'étalonnage qui puissent répondre à tous les besoins tout au long de la chaîne, que ce soit du tournage jusqu'à la post-prod. Et pour ça, c'est vraiment, vraiment une offre assez unique, hein. Je pense qu'il y a globalement deux fabricants en ce moment dans le monde qui sont capables réellement d'avoir des outils réellement dédiés pour chaque étape de fabrication. Et quand Patrick est venu nous voir il y a 2 ans, on a eu la prétention de lui dire qu'on était prêt et qu'on savait exactement ce qu'il fallait faire. Et puis là, on a compris que notre background était beaucoup plus un background de post-producteur que de tourneur, que de gens de tournage. Et, et c'est vrai que le cahier des charges de Patrick était vraiment très simple, hein. C'était de faire automatiquement tout ce qui pouvait être fait automatiquement. Voilà. Donc c'est 1 an de boulot. Un peu, et puis c'est une évolution en permanence, comme tu le disais, puisque à chaque nouvelle caméra, et comme tu le disais, effectivement, il y a une nouvelle caméra tous les 3 mois. Donc à chaque fois, il y a un nouveau support. Je vous présente juste rapidement les 3 autres produits. Donc, il y a le PRM qui est exclusivité pour Panavision, hein. C'est vraiment c'est nous qui le développons, mais c'est un produit Panavision. Il y a le FireCube. Le FireCube, c'est un petit player qui tourne sur Mac, qui permet en fait de lire tous les formats natifs, tous les formats RAW d'une manière native. Donc de pouvoir modifier par exemple les principes de débayerisation. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est quelque chose, c'est un outil qui manque. Et on a décidé, donc on va sortir une première chaîne version avant la fin de l'été. Et on a décidé de le mettre en téléchargement libre sur notre site. Donc je pense qu'on en communiquera au travers de probablement du pôle si vous le voulez bien, et de la FICAM si vous le voulez bien. Et vous, comme ça, vous aurez des liens de téléchargement directement sur notre site qui vous permettra donc d'avoir ce petit player qui va vous permettre donc de lire nativement tous les fichiers RAW, hein, peut-être pas forcément en temps réel, ça va dépendre de la machine sur laquelle vous le ferez tourner, mais en tout cas vous verrez enfin correctement des images, que ce soit de la F65, de la RED ou autre chose, hein, ou de la C500. Et évidemment, vous pourrez aussi faire de l'étalonnage. Et l'étalonnage, les métadonnées d'étalonnage que vous allez pouvoir faire seront compatibles avec nos autres outils, en particulier avec le PRM. Donc pour des chefs opérateurs, ça peut être un outil d'aller-retour avec le PRM. FireDay est un logiciel lui aussi de délice, mais avec une vision plus post-prod, je dirais, plus labo, beaucoup moins d'automatisation, la possibilité de modifier manuellement les synchros. Et puis on a le FireCloud, qui est le logiciel de post-production, l'équivalent d'un lustre, sauf que contrairement au lustre, lui va travailler sur les formats natifs. Et comme on l'a tous dit jusqu'à présent, la débayerisation fait partie de l'acte créatif du traitement d'image, de l'étalonnage. Donc c'est très important aujourd'hui, c'est même totalement indispensable aujourd'hui de pouvoir travailler directement sur les formats natifs. Et il y a un certain nombre de systèmes installés dans Paris de FireCloud, et en particulier un ici, comme Mickaël l'a présenté en tout début de présentation. Donc il y a dans cette salle la possibilité d'étalonner en numérique 4K avec un FireCloud. Voilà. Juste une petite question, parce que j'avais un doute. Oui. Le système on-set, enfin les réglages de pré-étalonnage qu'on peut avoir fait, ils sont quand même compatibles avec Alors, d'autres logiciels de post-production du marché. encore une fois, il y a la touche Patrick Leplat qui fait qu'à partir du moment où vous avez importé un... En fait, l'idée, c'est réellement, vous amenez le disque dur qui sort de la caméra, vous appuyez sur un seul bouton, et donc tout va s'enchaîner totalement automatiquement selon un scénario prédéfini, et en particulier les sauvegardes de CDL,
donc de Color Decision List, les sauvegardes de LUT 3D, les fichiers XML, ALE, EDL, etc. Tout est sauvegardé absolument automatiquement, ce qui veut dire que l'assistant n'a pas besoin de rester devant l'ordinateur pour faire ces manipulations. C'est vraiment, tout est absolument fait automatiquement. Et donc on a des films qui ont été tournés avec le PRM qui sont ensuite conformés sur Scratch, sur Lustre, etc. En fait, la machine, on la conçoit, ouais. La machine, on la conçoit au départ. C'est comme j'expliquais lorsque j'ai fait le cahier des charges avec Philippe. Ma volonté, c'était vraiment de donner un système qui soit multi-caméra, mais surtout mono GUI, c'est-à-dire mono interface. Quelle que soit la caméra qu'on va utiliser, l'assistant, quand il va prendre une machine chez nous, qui ne sera pas la même machine, si on tourne avec une S65, on n'aura pas du tout le même hardware. Si on tourne avec une Alexa en ProRes, évidemment, mais l'interface machine sera le même. Pour un assistant, il viendra, il mettra la carte dans le trou qui va bien, il appuiera sur le même bouton, il se passera le même effet pour le scénario de tournage. Et ça, c'était vraiment important. Et toutes les métadonnées sont ouvertes en fonction des laboratoires. En fonction de tel ou tel laboratoire, eh bien, on aura lié la chaîne du début jusqu'à la fin pour que lorsqu'on arrive à l'étalonnage, donc ce qui était sur le plateau, soit la même chose sur le laboratoire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on entende les dernières interventions? Merci. Oui, je voulais juste savoir FireCube, qui est très intéressant. Je pense que c'est un peu une solution, enfin multi-solution par rapport à ce que peut être RED Pro CineX pour la RED. Est-ce qu'il y aura des mises à jour possibles? Est-ce qu'il y a des mises à jour programmées en fonction des développements, des nouvelles caméras? Parce que si j'ai bien compris, c'est multiplayer, c'est un multiplayer. Ouais, c'est un player. C'est effectivement, on peut le comparer à un Red CineX, mais pour toutes les caméras RAW. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a un développement d'une nouvelle caméra, toute la famille Firefly en profite. Et comme encore une fois, Patrick Leplat a malheureusement pour nous souvent les caméras en avance et à peu près toute la gamme complète, on est appelé à toutes les supporter. Donc oui, l'idée c'est ça, c'est effectivement un développement continu. À chaque fois qu'il y a une nouvelle caméra, elle sera supportée par FireCube, absolument. D'accord, merci beaucoup. Pardon? C'est le VLC du 4K, exactement, c'est ça l'idée. Oui, bonjour. Alors moi, je suis un réalisateur, pas du tout technicien. Je voulais savoir peut-être par rapport à... C'est Monsieur Gallo, c'est ça. Au tournage, comment toutes ces questions se répercutent en temps et dans le dialogue avec la réalisation? Alors, en termes de temps, il n'y a aucune répercussion, puisque moi je suis au service d'un metteur en scène et que mon metteur en scène est quelqu'un qui n'aime pas tergiverser, qui veut aller vite. Donc mes élucubrations de technicien, je ne peux pas lui en faire part. Donc tout ce qui se passe en termes de technique est entre moi, le laboratoire, mes assistants, machinistes, électriciens. Ce matériel, moi, me ralentit pas. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que le metteur en scène a une visu, je pense, beaucoup plus intéressante que ce qu'il avait sur un combo 35. Donc c'est plus facile de parler de la mise en scène et puis de l'empreinte qu'on essaye de donner à l'image. Donc ça, c'est plutôt un plus. Mais en termes de perte de temps, zéro. Ça va très vite. Je pense que ça facilite des choses. Alors ça peut être un piège. Par contre, quand il y a, surtout en publicité, où il y a plus d'intervenants, c'est-à-dire que sur un long métrage, on est avec son metteur en scène, point barre. En général, ça ne va pas beaucoup plus loin. La publicité, on a aussi une agence, un client. Et alors là, tout le monde est concentré autour d'un écran. Et là, effectivement, on parle beaucoup de la mise en scène, de la lumière, du jeu des acteurs et tout. Et là, ça ralentit un petit peu plus les choses, puisqu'il faut effectivement que tout le monde soit content. Mais sur un long métrage, où quand même, je pense, j'ai pas fait moi de film où le réalisateur était dépourvu du pouvoir en fait sur sa mise en scène et sur son film. Je pense que ça facilite des choses, oui. En tout cas, ça ne ralentit pas.
Et tout ce qui est gestion des rushs, tout ça, moi je sais que j'en parle pas avec la mise en scène, quoi. C'est pas, si vous pouvez pas vous libérer de tout ça sur nous, c'est qu'il y a un gros problème. Je veux dire, c'est notre travail. Alors, par contre, on a fait des essais que je lui ai montrés. Donc voilà, c'était soit bah non, j'aime pas ça, ou oui, ça c'est bien. Mais non, c'était une filière, ça me rappelle une filière 35. Dans le fond, on allait dans des salles regarder les essais. Moi, il me laissait faire mes essais, lui montrer les images que j'avais envie de lui montrer, ce que je pensais être bien ou pas. Et bah voilà, en fonction de ce que je lui montrais, il me disait ah oui, ça j'aime bien, ce genre d'éclairage et tout. Après, qu'on a fait des essais, maquillage, costume, il me faisait part de ses pensées, mais non, voilà. C'est avec Frédéric, moi, c'est le deuxième film que je fais avec lui, je m'entends très bien. Enfin, je pense qu'on fait un vrai binôme, donc effectivement, ouais, ça facilite pas, ça change rien en fait. Non, c'est plus, bizarrement, moi je suis content d'un truc, c'est que j'ai retrouvé le labo grâce à ça. Et ça me manquait depuis quelques temps. Et en fait, là, de jouer au petit chimiste, j'ai trouvé ça formidable, de parler tous les jours avec mon étalonneur Rush, parce que bon, malheureusement, mon étalonneur Def, comment dire, était sur d'autres choses, donc il regardait ça de loin, mais au moins j'avais vraiment un dialogue et c'était super intéressant, quoi. Et je l'avais perdu ce dialogue ces derniers temps. Et non, j'ai trouvé ça, ouais, ça m'a permis de retrouver des gens en fait, et c'est vachement agréable. Ouais, ça fait du bien. Puis en même temps, c'est d'autres gens passionnés, donc en même temps, quand on dit tiens, tu vas me tenter ça, t'as un mec au bout du fil qui est là, ah, c'est super, ah, on va essayer, enfin, c'est chouette quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va basculer dans le monde de la télévision. On va quitter le monde du cinéma et du RAW dont on a beaucoup parlé, pour parler de codecs peut-être plus propriétaires, mais plus répondant aux besoins d'instantanéité, donc comme ça a été bien dit tout à l'heure, de la télévision. On va aussi parler d'expérience, d'expérimentation plus exactement, puisque c'est vrai qu'en matière de télévision, aujourd'hui, on en est vraiment à une expérimentation, notamment à travers le projet R&D Forever, donc, dont va parler Mathieu tout à l'heure. Auparavant, on va faire un petit retour sur Roland Garros, parce que c'était vraiment l'actualité, d'une certaine manière, qui, dans le cadre de ce projet de R&D Forever, donc il y a une captation qui a été faite sur Roland Garros en Ultra HD. Ephrem Garot d'AMP Visual, qui était le prestataire de tournage sur cette captation, va nous expliquer un petit peu le dispositif qui a été mis en œuvre, les tests qui ont été effectués. Et ensuite, donc Mathieu Parmentier, qui est chef de projet innovation et développement à France Télévisions, lui va expliquer dans quel cadre en fait cette première expérimentation d'Ultra HD a été effectuée et quels sont un peu les enjeux justement pour la télévision autour de l'Ultra HD aujourd'hui, qui sont d'un autre ordre, mais qui sont tout aussi intéressants, et puis peut-être à plus moyen terme. Enfin, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Ephrem, Merci. je te laisse. Oui, donc nous, le projet Roland Garros s'inscrivait un petit peu dans le schéma où AMP Visual TV avait été précurseur dans la HD, avait été précurseur dans la 3D, et on avait vraiment une volonté de notre PDG Gilles Salé d'aller vers la 4K et d'accompagner les diffuseurs vers ce nouveau monde. On a été sollicité au tout départ par France Télé et la Fédération française de tennis fin de l'année dernière peut-être, en disant on voudrait la 4K bouge, on voudrait faire une expérimentation 4K Roland Garros. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et donc là on était parti sur un schéma F65, montage Cantel Pablo et diffusion le lendemain des belles images, une sélection de belles images. Et on travaillait là-dessus, on est parti au NAB. Et là, on s'est dit, on ne peut pas proposer ce schéma aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on passe sur du live.
Et donc on a tout basculé sur une expérimentation live en ayant quand même rencontré donc au NAB tous les constructeurs qui acceptaient de nous suivre sur ce challenge, parce que c'en était un. Et donc voilà, on est revenu du NAB en disant bon voilà, on va essayer de faire, un workflow 4K, Alors, pour présenter ça, on s'était quand même, on avait plusieurs briques. Bon, parce que c'était du sport, c'était quand même pas le plus facile à faire, la transposition, puisqu'on partait quand même du monde du cinéma à faire une transposition à la télé. On s'était dit qu'il nous fallait plusieurs caméras, normal pour faire du live, multicam. On voulait absolument avoir de l'habillage. On voulait avoir du ralenti et enfin voilà, on voulait avoir toutes les briques du sport aujourd'hui. On ne voulait pas faire de la 4K en ayant en ne proposant pas autant d'informations qu'on pouvait le faire sur du sport en HD. Donc on est parti sur une architecture en 3 caméras, avec des caméras Canon C500, là aussi pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui c'était les seuls qui pouvaient nous sortir une sortie 3840 exploitable par un débailleriseur Astro. Donc on avait 2 caméras de ce type-là. Pour le slow motion, on s'appuyait sur la Fora FT1. Et donc voilà, en termes de caméra, j'y reviendrai un peu après sur les différents types de caméras. Ensuite, on avait une architecture classique de live avec toutes les sources dans une grille, mélangeur Snell Kahuna. Là aussi, pourquoi ce choix? C'est qu'aujourd'hui, par rapport aux visualisations 4K, on était sur du 30 pouces Sony, et que je ne pouvais pas le multiplier, ne serait-ce que pour voir les 4 sources et le programme. Je ne pouvais pas avoir 5 moniteurs, donc il me fallait faire de downgrade HD de chaque source pour pouvoir avoir la visualisation avant le final. Et là, on s'est vraiment appuyé sur le format fusion du Kahuna pour pouvoir faire cette visualisation HD de chaque source. Et puis inversement, on s'est aussi servi du Kahuna pour pouvoir avoir la reprise de nos fameuses caméras, de nos fameux habillages qu'on voulait absolument mettre à l'écran. Donc là, on n'a pas poussé à recréer l'habillage, puisque suivre les scores et tout, et recréer un habillage 4K, ça avait un certain coût. Donc on a récupéré de l'habillage en 50i, upgradé par le format fusion du mélangeur. Et puis là, on a poussé un petit peu aussi en se disant pourquoi ne pas utiliser des caméras HD en gardant le format natif de la HD et en l'intégrant dans le format 4K, en gardant le format natif HD, en faisant des multi-pictures. Donc là, on a récupéré aussi certaines. On avait 5 caméras qui revenaient du signal international. Voilà, ensuite on avait un serveur de diff, histoire d'assurer sur le stand France Télé une diffusion continue du signal 4K en cas d'intempéries et entre les matchs. Donc là, on était sur un serveur EVS et on voulait aussi pouvoir utiliser en temps réel, puisque là aujourd'hui on ne peut pas faire d'export de l'EVS. Donc là, on avait un enregistreur SRR1000 Sony sur lequel on enregistrait une partie des matchs, je vous l'accorde, puisque c'était quelque peu gourmand en data, puisque là on retrouvait du 1 Tera à l'heure, en SR Lite. Donc voilà un petit peu le schéma qui s'est complexifié, mais là c'est plus Mathieu qui en parlera tout à l'heure, par on voulait là aussi, France Télé voulait vraiment boucler la boucle en ayant une diffusion satellite. Donc là il y a Atem et Eutelsat qui sont entrés dans la course en récupérant, donc moi je donnais 5 minutes de belles images, de résumé de belles images tous les soirs, qui étaient encodées par Atem et mis en diffusion satellite par Eutelsat.
récupérés directement sur le stand de France Télé. Et tu avais une diffusion directe avec un non-convert HD Non, j'avais une diffusion directe sur un moniteur. Alors là, en l'occurrence, c'était un Hitachi sur le stand de France Télé, mais bon, c'était liaison cuivre directe sur les 4 flux. Et sinon, la diffusion s'est faite en 4K aussi dans d'autres endroits que Roland Garros? Non. Enfin, en offline, via le satellite. concernant les caméras, donc on était parti sur de la C500. Donc là, moi, ce qu'on voulait, nous, c'était garder vraiment un workflow télé et un schéma de production télé. Donc partir de la C500, c'est pas forcément une caméra télé, ni des objectifs. Donc là, effectivement, nous aussi, on a un nouveau vocabulaire, un débailleriseur. Tout le monde se regardait. Qu'est-ce que c'est? Un objectif PL. Ah bah tiens, c'est pas du B4. Mes reports, ils sont comment? C'est pas motorisé. Enfin bon. Donc effectivement, gros travail. Gros travail qu'on a mené avec Canon. Bon, bah alors sur la partie débailleriseur, c'est donc débailleriseur Astro. Malheureusement, mais bon, on était sur du REC 709 et on était contraint et forcé de rester là-dessus. Mais bon, globalement, moi, ça me permettait de retrouver les postes. C'est-à-dire que je voulais que l'assistant vidéo monte la caméra, que le cadreur vienne faire le cadre, que l'ingévision retrouve le diaph, la colorimétrie, que le truquiste retrouve son métier de truquiste. Donc pour ça, on est parti sur de l'optique PL 3300 chez Canon, là aussi pour essayer de garder un petit peu le range qu'on pouvait avoir, enfin, qu'on peut avoir sur de la caméra où on demande non seulement d'avoir un plan large, mais essayer d'aller au serré toujours sur les mêmes axes de caméra. On l'a motorisé avec, donc là c'était un Aladin Crozil, où il y a eu un développement quand même qui a été fait pour emmener le diaph à 300 mètres, donc à la régie via la fibre optique, puisqu'à chaque position de caméra, on avait tiré de la fibre optique et on passait par un système readable MediaNet, où on transportait non seulement les datas donc de l'iris, le RAW, on redescendait le RAW des caméras. On avait les intercoms pour le cadreur, le TOLI, donc la présence de on-air. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est bien tout. Donc ça pour les deux positions. Donc là aussi, en travaillant avec Forever, on a travaillé sur des positions de caméra. Donc on voulait avoir le plan large traditionnel pour avoir la position des joueurs. Et là, on n'y manquait pas en 4K, j'allais dire en 3D, mais c'était... Voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de convergence entre la 3D et la 4K, en tout cas pour nous, sur les caméras, etc. C'est sur le développement. Et puis, on a repris la position en bord terrain de la caméra qui nous permettait d'assurer le plan serré, parce que là, il fallait bien assurer le plan du jeu, le plan serré du joueur face à la caméra, mais qui, alors c'était à l'initiative de Forever, là, d'essayer d'élargir cette caméra, d'aller donc au plus large possible et de faire un subjectif téléspectateur en essayant là de jouer l'immersion, le côté immersif de la 4K. Et donc en essayant de jouer un minimum de mouvements, pas de zoom, surtout pas de zoom, mais vraiment on se pose et on élargit un maximum le champ, histoire d'avoir vraiment de jouer l'immersion et le subjectif téléspectateur. Ça fonctionne. Mais après, voilà. C'est là, je pense que malheureusement, on était limité par la restitution. C'est là où, par rapport à ton doc, où tu mettais en vert les displays, je le mettrais encore en orange, puisqu'on est encore très limité sur les displays, ne serait-ce que en HD aujourd'hui, on travaille sur de l'OLED déjà, que dès qu'on met une dalle LCD,
qu'est-ce que c'est que cette dalle? Quand on travaille sur du 30 pouces, bon, le posoir immersif du 30 pouces, il est limité au 30 pouces. Donc voilà, là on était vraiment au balbutiement, je pense, et puis surtout nous on produisait en 50p et on était quand même bloqué sur beaucoup de displays de ce fait-là, puisque beaucoup de displays aujourd'hui prennent le 24, 25, 30, mais ne montent pas au-delà. D'images secondes. Et donc, troisième type de caméra, donc la FT1. Donc là, c'était pour raccrocher à notre volonté de faire du ralenti. Et celle-ci, on l'avait positionnée au filet. Et puis là, on a poussé aussi un petit peu, c'est que on s'est dit qu'une caméra ralentie aujourd'hui en HD, en super ralenti, c'est la caméra qui vient faire le très gros plan de la balle qui s'écrase et qui se déforme, et qu'il fallait on essayait de retrouver un petit peu ces valeurs de plan. Et donc on a monté un 95 fois Canon avec un adaptateur B4PL. Là aussi, on était sur du 95 fois qui est donné pour passer la 4K. L'adaptateur fait un doubleur, un peu plus d'un doubleur de focale, nous mange 2 diaphes. Bon, là, on n'était pas dans ces problématiques-là puisqu'on avait la lumière. Ça nous a permis quand même d'avoir vraiment les plans qu'on recherchait, ces plans très serrés. Ça n'a pas forcément mis en valeur la caméra, mais on a eu la diversité des plans qu'on voulait. Donc là aussi, sur un balbutiement. Par contre, j'ai été, moi, très épaté par cette caméra en termes de facilité de mise en œuvre, puisqu'elle est arrivée très tard dans le processus. Elle est arrivée le vendredi et on se déployait le samedi, donc on avait une journée pour la mettre en œuvre. Et donc on a déjà passé une demi-journée à faire la mécanique pour monter le 95 fois, remettre l'alimentation en externe, enfin bon. Et à ma grande surprise, en une demi-journée, on l'a mis en route et bon an, mal an, ça a bien fonctionné. Donc effectivement, assez bluffé par la facilité de mise en œuvre de cette caméra en tout cas. Et puis après, j'ai refait une photo un petit peu du poste de l'Ingévision qui pour nous était primordial, puisque je voulais vraiment, donc encore une fois, retrouver ce workflow où on avait donc les débailleuriseurs Astro, celui de la télécommande de la Fora. Et puis là on n'avait pas réussi à pousser la commande de l'Iris jusqu'à la commande de la télécommande Astro pour manque de temps, donc on était encore avec la télécommande Aladdin pour avoir l'Iris, mais bon, on avait le principal était assuré, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui faisait le diaph et la colorimétrie en régie sur du live.